On y reviendra dans le débat. Christian Baptiste. Non mais ce que je veux dire, c'est que le raisonnement me paraissait juste après sur le quantum. Je ne l'ai pas. Donc il faut poser la question au gouvernement. Christian Baptiste. Oui, Monsieur le Président, excusez-moi. Dans le cadre de l'avis présentement discuté, le Haut Conseil des finances publiques révèle une situation alarmante. Le gouvernement, par son manque délibéré de transparence, n'a pas permis une évaluation complète du programme de stabilité à moyen terme. Il s'agit là de véritables affronts aux principes fondamentaux de rigueur et de sincérité budgétaire que votre institution incarne. Comment accepter qu'en pleine crise des finances publiques, l'exécutif choisisse l'opacité, cherchant manifestement à se soustraire au contrôle et à la vérité sur ses engagements budgétaires? Et cette stratégie, qui s'apparente à un sabotage des mécanismes de contrôle démocratique, révèle en réalité un mépris scandaleux non seulement envers votre institution, mais également pour l'ensemble de la représentation nationale. Le refus de fournir des données précises et fiables traduirait-elle une volonté de masquer les incohérences de la politique budgétaire actuelle? Le cas échéant, je vous le dis, comme je le pense, ça constituerait un fait qui porterait gravement atteinte à la crédibilité des engagements financiers de la France, tant au niveau national qu'international. Monsieur le Président, cette situation vous place ainsi que le Haut Conseil dans une position intenable et indélicate. Comment évaluez-vous la trajectoire budgétaire de la France lorsque le gouvernement se dérobe à ses devoirs les plus élémentaires de transparence? Monsieur le député, je suis en l'occurrence beaucoup moins sévère que vous. Bien sûr, notre avis est un avis bref, qui constate que nous n'avons pas l'information nécessaire pour évaluer les choses pleinement, mais je discerne aussi un certain nombre d'éléments positifs et un certain nombre de circonstances atténuantes. Les éléments positifs, c'est d'abord qu'on nous ait saisis. Le gouvernement aurait pu objecter que ce n'était pas obligatoire. Il a choisi de le faire. Moi, je prends ça comme une main tendue et je dis juste que la prochaine fois, il faudra qu'on ait les informations. Deuxième signe positif, c'est que dans ce qui nous a été transmis, le peu que nous avons, il y a tout de même l'étalement du retour aux 3%, et il y a une prévision plus raisonnable de croissance potentielle, ce qui est une chose que le Haut Conseil suggérait depuis plusieurs années en vérité, et peut-être d'ailleurs considérons que c'est encore un tout petit peu élevé. Enfin, pour ce qui est des circonstances atténuantes, il y a le temps, tout simplement. Je suis simplement un observateur de la scène politique et pas un acteur, et je constate que, voilà, on nous a dit un gouvernement le 15 août, il y a eu un Premier ministre le 15 septembre, un gouvernement le 25, que les choses ont été faites très rapidement, donc je pense que c'est essentiellement le temps qui explique et pas une volonté de se dérober ou une volonté d'opacité, sans quoi on ne nous aurait pas saisis. En revanche, je dis de manière très claire que le gouvernement a retardé en fait son rendez-vous avec la Commission européenne au 31 octobre, c'est dans 20 jours d'ici, que le 31 octobre, il s'est engagé à envoyer un programme stratégique à moyen terme complet, et que là, bien sûr, il faudra que les choses soient extrêmement documentées, parce que la Commission ne peut pas se contenter, elle, de ce que nous avons reçu, qui est en fait une ébauche. Il reste sans doute à compléter un certain nombre de choses sur les prochaines années. Mais bon, tout ça s'explique aussi par cette phase politique extrêmement particulière dans laquelle vous êtes, dans laquelle nous sommes aussi. Donc voilà ce qui explique le fait que, tout en soulignant qu'on n'a pas du tout l'information nécessaire, je suis plus indulgent que vous et peut-être moins suspicieux, mais je considère que d'abord un rendez-vous a été décidé, et donc annuellement nous aurons à revenir devant vous pour parler du PSMT, et deuxièmement que l'année prochaine, évidemment, les circonstances ne seront pas les mêmes, et donc l'indulgence ne pourra pas être la même. Merci. Juste une petite réflexion, mais c'est global, parce que depuis tout à l'heure, j'entretiens un dialogue avec vous sur la répartition recettes-demandes, notamment par rapport au taux potentiel. La question, c'est aussi de se demander si une moindre dépense fiscale est une recette ou une moindre dépense sociale. Et ça, c'est un débat. Et moi, je considère que c'est une moindre dépense et pas forcément une recette en plus. Donc, on y reprendra, mais c'est un débat qui n'est pas nouveau. Au titre des enquêtes qui peuvent être demandées chaque année, ça vous concerne, donc c'est pour ça que c'est bien que je le dise là, par la Commission à la Cour des comptes en application du 2 de l'article 58 de la LOLF, le Bureau vous propose que nous retenions les 5 sujets suivants qui ont été arrêtés en concertation avec la Cour des comptes.
le régime des plus-values immobilières des entreprises et des particuliers, le modèle économique d'EDF, les agences de programme, les amendes forfaitaires délictuelles, la prestation de compensation du handicap. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non. Donc s'il en est ainsi réglé. Et il convient par ailleurs que nous procédions à la nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi visant à exonérer de l'impôt sur le revenu les médecins et infirmières en cumul emploi-retraite, inscrite à l'ordre du jour du jeudi 31 octobre par le groupe Rassemblement national. Je suis saisi de la candidature de M. Mathias Renaud. Il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. J'avais un petit point que je voulais faire sur la question ciblage, nombre d'amendements, mais comme, même s'il est absent, désormais, Jean-René Cazeneuve voulait revenir sur cette question, on le fera demain après l'audition des ministres. Merci.